On ne s'en rend pas toujours compte, mais si l'on plongeait dans les archives du crime, on tomberait sur des affaires à vous glacer le sang. Et certaines sont si déroutantes qu'on ne peut s'empêcher de se gratter la tête. Ce qui est particulièrement troublant, ce sont les crimes commis par des mineurs. La plupart du temps, on imagine les jeunes comme des âmes innocentes, incapables de faire du mal à une mouche. Et pourtant, il existe des exceptions. Des enfants qui ont emprunté une voie bien plus sombre. Alors on se demande, est-ce que dû à leur éducation, à leur choix, ou à des facteurs encore plus mystérieux? Croyez-moi, leurs actes et les peines qui ont suivi vont vous laisser sans voix. Ces histoires remettent même en question notre perception de l'innocence enfantine. Alors, attrapez du popcorn. Voici 10 histoires terrifiantes d'enfants devenus les détenus les plus redoutés. Numéro 10. Les frères Bever. Leur affaire est l'un des chapitres les plus sombres et les plus glaçants de l'histoire criminelle récente. Le 22 juillet 2015, dans la banlieue calme de Broken Arrow en Oklahoma, une tragédie abominable a eu lieu dans la maison familiale des Bever. Robert et Michael, 2 frères adolescents, ont commis un acte impensable. Ils ont tué 5 membres de leur propre famille. C'est leur petit frère Daniel, âgé de 12 ans, qui a réussi à appeler les secours. Grâce à lui, 2 sœurs ont survécu. Autumn, âgé de seulement 2 ans, et Crystal, 13 ans. C'est Crystal qui a désigné Robert, 18 ans, et Michael, 16 ans, comme étant les agresseurs partiels. Les victimes? Leurs parents, David et April Bever, ainsi que leurs frères et sœurs. Daniel, 12 ans, Christopher Amir, 7 ans, et la petite Victoria, âgée d'à peine 5 ans. Sur les 7 enfants de la famille, seuls 2 ont survécu. Aujourd'hui, Robert et Michael purgent tous les 2 des peines de prison à vie. Les détails de cette tuerie sont d'une brutalité extrême. Les frères ont utilisé des couteaux et d'autres armes pour exécuter leur plan macabre. Quant à leur motivation, elle reste floue. En fouillant dans leurs affaires, les enquêteurs ont découvert que les 2 frères étaient obsédés par les tueries de masse. Ils s'étaient plongés dans les récits des pires fusillades de l'histoire. Leur but ultime? Dépasser le massacre tristement célèbre du lycée Columbine. Ils tenaient même des journaux où ils notaient leurs pensées morbides, sans aucun remords pour leurs victimes. Leur procès a été compliqué, car ils étaient encore mineurs au moment des faits. Mais, vu la gravité des crimes, ils ont été jugés comme des adultes. En 2016, Robert a plaidé coupable de tous les chefs d'accusation et a été condamné à la réclusion à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Michael a choisi d'aller au procès et en 2017, il a lui aussi été reconnu coupable et a reçu la même sentence. Leur histoire continue de hanter la communauté de Broken Arrow. C'est un rappel brutal de l'ombre qui peut habiter certains esprits. Et cela souligne, une fois encore, l'importance de détecter très tôt les troubles mentaux, avant qu'il ne soit trop tard. Numéro 9. Le plus jeune tueur en série d'Inde. Le nom d'Amarjit Sada reste gravé comme une anomalie glaçante et profondément troublante. Né dans le petit village de Musari, dans l'état du Bihar, en Inde, en 1998, Amarjit allait devenir le plus jeune tueur en série du pays. Son histoire est choquante, et continue de hanter tous ceux qui la découvrent. C'est vers l'âge de 8 ans qu'il aurait commis son premier acte de violence impardonnable. Le meurtre de sa cousine, un bébé de 6 mois. À l'époque, l'affaire est passée inaperçue, qualifiée d'accident tragique. Mais l'horreur ne faisait que commencer. Au cours des 2 années suivantes, Amarjit a tué 2 autres enfants, tous plus jeunes que lui. La petite communauté de Musari était sous le choc. Personne ne comprenait comment un enfant pouvait commettre des crimes aussi atroces. La vérité a fini par éclater quand des membres de sa famille ont découvert les corps de 2 de ses petites victimes, âgées de 3 ans et de 8 mois, dans un champ proche. Lorsqu'il a été interrogé, Amarjit a avoué ses crimes avec un calme effrayant. Pourquoi avait-il fait ça? Le mystère reste entier. Certains pensaient qu'il était possédé par des esprits malins. D'autres accusaient les médias violents. Mais une chose était sûre. Il était trop jeune pour être poursuivi selon la loi indienne, qui interdit des poursuites contre les enfants de moins de 7 ans. Au lieu d'un procès, Amarjit a été placé dans un foyer pour enfants, où il a suivi une évaluation psychiatrique. Son cas a déclenché un débat national en Inde sur la criminalité juvénile et la nécessité d'intervenir tôt chez les enfants troublés. Avec le temps, son histoire a disparu des journaux. Mais les questions qu'elle soulève sont toujours là. Qu'est-ce qui pousse un enfant si jeune à tuer? Comprenait-il vraiment la gravité de ses actes? Aurait-on pu empêcher sa descente dans les ténèbres? Ce récit est un signal d'alarme.
Il nous rappelle l'importance de repérer les signes de souffrance psychologique chez les plus jeunes et d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Numéro 8. Lionel Tate quand le catch tourne au drame. Lionel Tate était un jeune passionné de catch dont le nom est devenu tristement célèbre à cause d'un drame survenu en 1999. Le 28 juillet de cette année-là, à l'âge de seulement 12 ans, il jouait à lutter avec Tiffany Unique, une fillette de 6 ans. Ce qui semblait être un jeu s'est transformé en tragédie. La scène s'est déroulée chez Lionel, en Floride, alors qu'il gardait Tiffany. Bien plus grand et plus lourd qu'elle, il a tenté sur la petite des prises de catch qu'il avait vues à la télévision. Mais l'un de ses gestes a mal tourné. Tiffany a été mortellement blessée. Le procès de Lionel a secoué l'Amérique. Il a été accusé de meurtre au premier degré. L'affaire a immédiatement soulevé des débats complexes. Où placer la limite entre un simple jeu d'enfant et un acte criminel? La défense de Lionel soutenait qu'il n'avait jamais eu l'intention de blesser Tiffany et qu'il s'agissait d'un accident tragique. Mais l'accusation, elle, affirmait que la violence des blessures infligées à Tiffany prouvait que ce n'était pas accidentel. Selon le procureur, la force employée était extrême et Lionel devait être jugé comme un adulte. En 2001, le verdict est tombé. Lionel Tate a été reconnu coupable de meurtre au premier degré et condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Il est ainsi devenu le plus jeune Américain à recevoir une telle sentence pour meurtre depuis plus d'un siècle. Ce jugement a déclenché un débat national sur la manière dont la justice traite les mineurs. Fallait-il vraiment juger un enfant de 12 ans comme un adulte? Beaucoup estimaient que son âge et son manque de compréhension des conséquences auraient dû être pris en compte. En 2004, après 3 ans passés en prison, sa condamnation a été annulée en appel. Il a été libéré sous condition avec une période de probation de 10 ans. Malheureusement, ses rêves de devenir catcheur professionnel ont été anéantis par cette affaire. Le cas de Lionel Tate reste un exemple poignant de la difficulté du système judiciaire à traiter les crimes commis par des enfants. Et si la justice doit être rendue, il est toujours plus facile d'en parler quand on n'est pas à la place des victimes. Numéro 7. Roxana Sikorski, une trahison familiale. À l'automne 2014, une affaire glaçante a bouleversé une banlieue paisible, une famille détruite, une communauté sous le choc. Et au cœur de ce drame, une adolescente de 15 ans à l'apparence ordinaire, Roxana Sikorski. Tout a basculé lorsqu'elle a rencontré Michael Rivera, un jeune homme de 22 ans au passé trouble. Rapidement, leur relation a pris une tournure inquiétante. Ils ont élaboré ensemble un plan impensable. Assassiner les frères et sœurs et les parents adoptifs de Roxana. Le complot n'est heureusement jamais allé à son terme. En octobre 2014, la police a été alertée à temps et a arrêté les 2 jeunes avant qu'ils ne passent à l'acte. Mais les conséquences ont été lourdes. Roxana risquait une très longue peine de prison. Pendant le procès, l'émotion était palpable. Lauren Sikorski, la mère adoptive de Roxana, a supplié le juge de faire preuve de clémence. Elle a accusé Michael Rivera d'être le véritable instigateur de ce plan monstrueux et a insisté sur le besoin urgent de soins psychologiques pour sa fille. Selon elle, Roxana avait été complètement manipulée par ce compagnon plus âgé. Face au tribunal, Roxana a reconnu la gravité de ses actes. Elle a présenté des excuses sincères à ses parents adoptifs. Elle leur a dit à quel point elle regrettait de ne pas avoir été à hauteur de leur confiance. Ces mots, lourds de lourds de chagrin et de remords, ont fait pleurer plus d'un dans la salle. Finalement, la justice a tranché. Roxana Sikorski a été condamnée à une peine de 10 à 20 ans de prison pour sa participation au complot. Cette affaire est un signal d'alerte puissant. Elle montre à quel point certaines relations toxiques peuvent pousser de jeunes esprits à commettre l'irréparable. Les cicatrices de ce crime resteront à jamais gravées, autant chez Roxana que dans sa famille et sa communauté. C'est une leçon douloureuse sur les dangers de la manipulation, de l'impulsivité adolescente et de la fragilité des liens familiaux. Numéro 6. Meurtrière par amour. Un événement glaçant et terrifiant a secoué la ville de Medicine Hat, au Canada, en 2006. Une jeune fille de 12 ans, Jasmine Richardson, et son petit ami de 23 ans, Jeremy Steinke, ont commis un crime qui a choqué tout le pays. Le meurtre sanglant de la famille de Jasmine. Avant cette relation, Jasmine était décrite comme une fille joyeuse et sociable. Mais tout a basculé après sa rencontre avec Steinke lors d'un concert de punk rock. Influencée par son univers sombre et son attirance pour la culture gothique, Jasmine est devenue méconnaissable.
Stank, issu d'un passé difficile, se prenait pour un loup-garou vieux de 300 ans et portait autour du cou une fiole remplie de sang. Quand les parents de Jasmine, Mark et Deborah ont découvert leur relation, ils lui ont interdit de le revoir. C'est là qu'est née une haine grandissante et le début d'un plan macabre. Sur son blog, Stank exprimait sa rage. De son côté, Jasmine écrivait à son petit ami dans un email. Tout commence quand je les tue, et ça se termine quand je vis avec toi. La veille du drame, le couple a regardé un film extrêmement violent. Le lendemain, ils sont passés à l'acte. Alertés par un voisin inquiet, la police a découvert les corps sans vie de Mark, Deborah et de leur fils de 8 ans. Jasmine, la fille de 12 ans, était introuvable. Les enquêteurs ont d'abord cru qu'elle avait été enlevée. Mais très vite, les preuves numériques, dont les emails, ont révélé une toute autre vérité. Lors du procès, des témoins ont affirmé que Jasmine et Stank avaient avoué leurs crimes. Jasmine, identifiée seulement comme la mineure en raison de son âge, a plaidé non coupable, affirmant que les discussions de meurtre n'étaient que des hypothèses. Mais elle a finalement été reconnue coupable de 3 meurtres au premier degré. Elle a été condamnée à 6 ans de prison, suivie de 4 années de surveillance communautaire. Stinke, âgé de 25 ans au moment des faits, a écopé d'une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pendant 25 ans. Pendant son incarcération, Jasmine a suivi une thérapie et des soins psychiatriques. En 2016, elle a été libérée, les experts estimant qu'elle avait Elle avait fait preuve de remords sincères et d'un bon contrôle de son comportement. Cette affaire glaçante illustre à quel point des influences toxiques peuvent faire sombrer de jeunes esprits dans l'horreur. Numéro 5. Sierra Halsett, le pacte fatal. En 2021, une autre affaire bouleversante a défrayé la chronique. Sierra Halsett, adolescente au moment des fêtes, et son petit ami Aaron Guerrero ont choqué le public par un crime aussi violent qu'incompréhensible. Leur cible? Le père de Sierra, Daniel Halsett. Les faits se sont déroulés dans leur maison familiale à Las Vegas. Sierra et Aaron, âgés respectivement de 16 et 18 ans, avaient soigneusement planifié l'assassinat. Leur motivation? Gagner leur liberté et s'enfuir ensemble, portés par une vision romantique et complètement irréaliste de l'amour interdit. Mais plutôt que de chercher une solution légale ou de demander de l'aide, ils ont choisi la violence. Daniel Halsett a été poignardé à de multiples reprises, puis son corps a été incendié dans le but d'effacer toute preuve. Leur barbarie a choqué l'Amérique entière. Mais heureusement, les forces de l'ordre ont rapidement arrêté Sierra et Aaron. Ils ont été inculpés pour meurtre, incendie criminel, complot et vol. Leur jeune âge n'a fait que renforcer l'incompréhension face à l'horreur de leurs actes. Leur présence active sur les réseaux sociaux a aussi interpellé. Le couple partageait de nombreuses vidéos et photos sur TikTok, se mettant en scène comme dans un conte de fées, mais la réalité, elle, était bien plus sombre. Cette image idéalisée de leur relation, nourrie par les réseaux, a fini par déboucher sur l'irréparable. Lors du procès, le public a suivi de près chaque étape, attendant de voir comment la justice allait trancher. Sierra et Aaron faisaient désormais face à des peines de prison lourdes, proportionnelles à la gravité de leurs crimes. Ce drame nous rappelle de manière brutale les conséquences que peuvent avoir des décisions prises dans l'impulsivité, influencées par des fantasmes irréalistes ou des relations toxiques. Il souligne aussi le rôle dangereux que peuvent jouer les réseaux sociaux dans la glorification de comportements destructeurs. Cette affaire, c'est celle d'une jeunesse égarée, d'une violence insensée et d'une famille laissée en ruines. Numéro 4. Le tueur à la tasse de thé. La vie de Graham Young est un récit glaçant, mêlant histoire, science et une série d'événements choquants. Né en 1947 dans le nord de Londres, il a grandi dans un climat de tragédie. Sa mère, Bessie, est morte de la tuberculose alors qu'il n'était encore qu'un nourrisson. Son père, Fred, l'a alors confié à sa tante Winnie. La séparation, suivie du remariage de son père, a laissé Graham profondément marqué par l'anxiété. Dès son enfance, Graham montre un goût prononcé pour les activités solitaires, notamment la chimie et la toxicologie. Fasciné par les substances chimiques, il passe des heures à expérimenter avec un coffret de chimie offert par son beau-père Frank. Ses camarades de classe le surnomment le professeur fou. Mais ce qui distingue vraiment l'histoire de Graham Young, c'est la tournure sinistre qu'a prise sa passion. Il parvient à se procurer des produits hautement toxiques en trompant des pharmaciens, leur faisant croire qu'il est bien plus âgé et qu'il les utilise à des fins éducatives.
À seulement 13 ans, il commence à tester ses poisons sur des êtres humains. Il verse ses mixtures mortelles dans les tasses de thé de ses proches et de ses camarades. Les soupçons apparaissent en 1961 lorsque sa belle-mère Molly tombe gravement malade après avoir bu un thé contenant de l'antimoine. Elle meurt peu après, mais les expériences de Graham continuent. Son comportement de plus en plus inquiétant, comme son admiration affichée pour Adolf Hitler et une explosion dans la cuisine liée à ses expériences, commence à alarmer son entourage. Sa tante, consciente de sa fascination pour les poisons, le signale à un psychiatre. Peu après, en 1962, Graham est arrêté. Il avoue avoir empoisonné plusieurs membres de sa famille. En raison de la crémation de Molly, il n'est pas poursuivi pour son meurtre, mais interné dans un hôpital psychiatrique de haute sécurité. La suite est encore plus troublante. En 1970, les médecins le déclarent guéri et le libèrent. Mais Graham cache un plan macabre. Tuer une personne pour chaque année passée en détention. Il trouve un emploi dans un laboratoire qui fabrique de l'équipement militaire à base de thallium. Rapidement, plusieurs de ses collègues tombent malades. Et certains meurent. Les soupçons se renforcent. Un médecin du personnel, alerté par les symptômes, interroge Graham sur le thallium. Ses réponses éveillent les soupçons et une enquête est ouverte. Les enquêteurs découvrent alors un journal où Graham détaille ses expérimentations sur ses collègues, ainsi que sa possession illégale de thallium. En juin 1972, il est condamné à la prison à vie. Il meurt en 1990 d'une crise cardiaque, officiellement. Mais certains pensent qu'il aurait pu tester une dernière fois ses poisons, sur lui-même. Son histoire a inspiré le film The Young Poisoner's Handbook, sorti en 1995, et lui a même valu une statue de cire dans la célèbre Chambre des horreurs du musée Madame Tussauds à Londres. Numéro 3. James Fairweather ayant l'adolescent meurtrier. Le nom de James Fairweather, jusque-là inconnu, est devenu synonyme de terreur au Royaume-Uni. Né en 1999, il bascule dans l'horreur à l'adolescence. En 2014, à seulement 15 ans, il entame une série de meurtres qui va profondément marquer la ville de Colchester. Sa première victime, James Hadfield, est un homme de 33 ans atteint de lésions cérébrales et marchant avec des béquilles. Un soir, dans un parc, il est poignardé plus de 100 fois. L'attaque, gratuite et d'une violence inouïe, laisse les enquêteurs sans voix. 2 mois plus tard, James frappe à nouveau. Faux. Cette fois, sa victime est Nahid Al-Manea, une étudiante saoudienne de 31 ans. Elle est assassinée de manière brutale alors qu'elle marchait le long d'un sentier paisible. Là encore, aucun mobile apparent. La ville est sous le choc. Les habitants vivent dans la peur, les patrouilles de police se multiplient. Mais Fairweather, jeune et à l'allure discrète, échappe aux soupçons. Jusqu'en mai 2015, un an après le début de sa folie meurtrière. C'est en se vantant de ses crimes auprès de ses amis qu'il est finalement dénoncé et arrêté. Son identité fait l'effet d'une bombe. Un adolescent de 16 ans, responsable de 2 meurtres atroces. Au procès, James Fairweather avoue tout. Il confie son admiration pour des tueurs célèbres comme Ted Bundy ou le Yorkshire Ripper, allant jusqu'à copier leurs méthodes. Son obsession pour la violence est alimentée par des jeux vidéo sanglants et des forums en ligne qui glorifient la cruauté. Les experts examinent sa santé mentale. Certains s'interrogent. Souffrait-il de troubles non diagnostiqués? Était-il conscient de ses actes? Devait-il être jugé comme un adulte? En avril 2016, il est reconnu coupable du meurtre de James Hadfield et de Nahid Al-Manea. Il écope d'une peine de prison à perpétuité, avec un minimum de 27 années, à purger, avant toute possibilité de libération. L'affaire James Fairweather soulève des questions fondamentales sur le rôle de la santé mentale, des médias et de l'environnement social dans le développement de comportements violents. Les cicatrices qu'il a laissées sur les familles de ses victimes et sur la ville de Colchester rappellent à quel point l'horreur peut se cacher là où on s'y attend le moins. Numéro 2. Mary Bell, la petite étrangleuse psychopathe. Mary Bell, surnommée l'étrangleuse de Tyneside, est l'une des figures les plus troublantes de l'histoire criminelle britannique. Son affaire, qui a secoué l'Angleterre dans les années 60, continue encore aujourd'hui de fasciner et de diviser. Mary Flora Bell est née le 26 mai 1957 à Newcastle upon Tyne, en Angleterre. Elle grandit dans un environnement chaotique, marqué par la négligence, la violence et l'abandon.
Sa mère, Betty McCricket, était travailleuse du sexe et laissait souvent Mary et sa petite sœur Norma se débrouiller seules. L'enfance de Mary fut marquée par des traumatismes profonds, et très tôt, elle montra des signes de troubles émotionnels sévères. Mais c'est au printemps et à l'été de 1968 que son nom deviendra tristement célèbre. À seulement 10 ans, elle commet une série de meurtres atroces qui va plonger le pays dans l'horreur. Ses victimes: 2 petits garçons, Martin Brown et Brian Howe, âgés de seulement 3 et 4 ans. Les détails des crimes glacent dans le sang. Strangulation, mutilation et même des tentatives troublantes pour faire passer les meurtres pour des accidents. Une enquête de grande envergure est immédiatement lancée et la communauté locale est prise de panique. Rapidement, les soupçons se tournent vers Mary Bell et son amie Norma Bell, âgée de 13 ans. Leur comportement étrange, leurs commentaires morbides sur les meurtres et leur attitude lors des interrogatoires éveillent de sérieux doutes. Le procès de Mary Bell s'ouvre en décembre 1968. Il devient l'un des plus marquants de l'histoire judiciaire britannique. Son très jeune âge et la brutalité des crimes rendent le dossier incroyablement complexe. Finalement, Mary est reconnue coupable d'homicide involontaire pour cause de responsabilité diminuée. Elle est condamnée à être détenue à la discrétion de Sa Majesté, ce qui signifie sans durée déterminée. Norma Bell, elle, est acquittée. Cette affaire soulève des questions profondes sur la capacité d'un enfant à commettre de tels actes et sur la responsabilité pénale des mineurs. La vie de Mary Bell après son incarcération reste largement privée. À sa sortie, elle reçoit une nouvelle identité afin d'échapper à la presse et à la curiosité du public. Certaines sources indiquent qu'elle aurait eu un enfant et qu'elle vit depuis dans l'anonymat. Numéro 1. L'erreur cachée sous le lit. Et pour clore cette vidéo, voici l'affaire glaçante de Joshua Phillips, une histoire de meurtre dissimulée sous un lit. Le drame s'est déroulé à Jacksonville, en Floride, en 1998 et a horrifié tout le pays par sa brutalité et son absurdité. Tout commence le 3 novembre. Joshua Phillips, 14 ans, est seul à la maison avec Maddie Clifton, sa voisine de 8 ans. Maddie est une petite fille joyeuse et vive, bien connue du quartier et amie de la famille Phillips. Mais ce jour-là, un banal désaccord entre les deux enfants dégénère. Dans un accès de rage, Joshua frappe Maddie à la tête avec une batte de baseball. Le coup est fatal. La fillette meurt sur le coup dans la chambre de Joshua. Pris de panique, craignant les conséquences, Joshua prend une décision macabre. Il dissimule le corps de Maddie sous son matelas à eau. Pendant 7 jours, il continue à faire comme si de rien n'était, participant même aux recherches organisées par la communauté pour retrouver Maddie. Ses parents, ses amis, tout le voisinage cherche désespérément. Alors que son corps est caché à quelques mètres seulement. Mais le 10 novembre, la police reçoit un signalement. Une fouille est menée au domicile des Phillips. Dans la chambre de Joshua, les enquêteurs découvrent le cadavre d'Iesen et découvrent le cadavre de Maddie déjà en décomposition. La vérité éclate et l'horreur s'installe. Joshua est immédiatement arrêté et inculpé pour le meurtre de Maddie Clifton. Malgré son âge, il est jugé comme un adulte. Pendant le procès, sa défense soutient que le meurtre n'était pas prémédité. Ils décrivent un garçon effrayé, dépassé par la situation, qui a agi dans la panique. Mais le procureur, lui, dresse le portrait d'un adolescent froid et calculateur. Le fait d'avoir caché le corps pendant une semaine, d'avoir menti à tout le monde et d'avoir participé aux recherches renforce leur argumentation. Joshua Phillips est reconnu coupable de meurtre au premier degré. Il est condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. L'affaire relance un vaste débat sur la justice pour mineurs aux États-Unis. Faut-il juger un adolescent de 14 ans comme un adulte? La réponse dans ce cas a été lourde de conséquences. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a captivé, pensez à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à partager vos impressions en commentaire. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans les histoires les plus sombres de la criminalité.